J'ai décroché le téléphone et j'ai entendu sa voix avant même qu'elle dise quoi que ce soit de cohérent. Dis-leur que c'est bon, pas de bonjour, pas d'explication. Juste cette phrase, lancée comme si j'étais censée savoir exactement de quoi elle parlait et exactement quoi faire. Je tenais un sac de courses dans la main gauche et je regardais le vide dans mon garage. Le vide où ma voiture aurait dû être. Laisse-moi reculer d'un jour, parce que sinon rien n'a de sens. J'étais rentrée à Bordeaux la veille au soir, après 3 jours à Lyon pour une conférence. Tard, épuisée, la valise abandonnée dans le couloir d'entrée, directement au lit sans même allumer les lumières du salon. Le lendemain matin, j'ai appuyé sur la télécommande du garage depuis la buanderie, j'ai poussé la porte et je me suis immobilisée. Quelque chose n'allait pas. Pas encore compris quoi, mais le corps sait avant le cerveau, toujours. Trop d'espace, trop silencieux. Ma Peugeot coupée aurait dû être là. Capot noir laqué pointé vers l'établi, le porte-clés argenté suspendu à son crochet près de la prise. À la place, rien. Un rectangle vide sur le béton. Pendant peut-être 1 seconde, j'ai vraiment cru que j'avais dû garer la voiture ailleurs avant de partir. C'est ce qu'on se dit toujours dans ces moments-là. Ça paraît absurde dans les histoires des autres, jusqu'au jour où c'est ton corps à toi qui cherche une explication raisonnable pour retarder l'évidence. Puis j'ai vu le crochet vide. Ma clé de secours avait disparu aussi. J'essayais encore de comprendre ce que je regardais quand mon téléphone a sonné. Ma sœur. Et là, sa première phrase. Dis-leur que c'est bon. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'au moment où elle m'appelait, ma voiture était déjà sur le bord de la N10, gyrophare bleu allumé, un gendarme debout à la vitre côté conducteur, avec ma carte grise à la main. Et ma sœur au volant, lunettes de soleil remontées sur le front, la bouche entr'ouverte dans ce demi-sourire qu'elle sortait chaque fois qu'elle s'attendait à ce qu'un homme en uniforme lui simplifie la vie si elle prenait un ton suffisamment impatient. Le gendarme avait regardé la carte grise, puis la plaque de numéro de châssis, puis il avait arrêté de parler. C'est là que ma sœur avait cessé de sourire. Il lui avait demandé, très calmement, « Madame, à qui appartient ce véhicule ?» Elle avait répondu avec le nom de mon père. Première erreur. Le gendarme n'avait pas eu besoin d'expliquer pourquoi il avait arrêté de parler. Les numéros ne correspondaient pas. Ou plutôt, ils correspondaient trop bien à quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Mais ça, je l'ai su plus tard. Revenons à ce mardi matin. J'étais entrée dans la maison et j'avais trouvé ma mère dans ma cuisine. Elle faisait du café avec l'aisance de quelqu'un qui n'a jamais eu à sonner pour entrer nulle part. 7h30 du matin. Elle ne s'était même pas retournée quand j'avais demandé où était ma voiture. Elle avait juste dit que ma sœur l'avait. Pas empruntée, pas prise pour une urgence, l'avait. Comme si c'était un fait banal, une information météo. Je l'avais regardée dans le dos pendant 2 secondes entières. Et puis j'avais dit que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Elle s'était enfin retournée, avec ce petit haussement d'épaule que je haïssais depuis mes 12 ans. « Tu en as assez », elle avait dit. « Ta sœur en avait besoin. » Besoin. Mon Peugeot coupé à 90 000 €. Celui que j'avais acheté moi-même 18 mois plus tôt, après avoir signé le plus gros contrat de ma carrière. Que j'assurais, immatriculais, entretenais moi-même. Que je gardais dans mon propre garage avec les 2 clés séparées et sous clés, précisément parce que dans ma famille, les limites que tu poses ne sont jamais que de la décoration. Elle n'en avait pas besoin, j'avais répondu. Elle en voulait. Ma mère avait versé son café. Son SUV est au garage, elle avait dit. Pour combien de temps, j'avais insisté. Elle avait levé une épaule. Assez longtemps. Cette réponse-là, c'était la signature de mon père. Ma mère ment par l'émotion, mon père ment par la logistique. Quand l'une me sort une phrase floue sans calendrier, l'autre a déjà bougé des pièces quelque part. Qui lui a donné la clé de rechange ? Ton père. Je l'avais appelé dans la seconde. Il avait décroché à la première sonnerie avec la voix de quelqu'un qu'on dérange, pas de quelqu'un qui a honte. C'est temporaire, il avait soufflé. Tu es entré dans mon garage, tu as pris ma clé de rechange et tu l'as donnée à Camille. Elle est de la famille. Moi aussi. Et puis il avait ajouté que cette voiture restait trop souvent garée de toute façon. Cette phrase-là avait tout dit. Ce n'était pas du vol dans leur tête, c'était de la redistribution, de la gestion familiale. Comme si tout ce que je possédais devenait automatiquement disponible dès que quelqu'un dans la lignée le voulait assez fort. Quand est-ce qu'elle la ramène ?
On en parlera plus tard. Non, dans ma famille, la règle c'est ça. Diluer la question directe, laisser le temps émousser l'urgence, attendre que le vol devienne une habitude, puis s'offusquer que tu en parles encore. Je n'avais pas attendu. J'ai d'abord appelé le bord de route pour vérifier que la voiture n'avait pas été mise en fourrière. Ensuite l'assurance. Ensuite le service de l'appli connectée, parce que mon Peugeot coupé avait la localisation en temps réel et un système d'immobilisation à distance. Et c'est là que tout a changé de nature. L'agente m'a demandé de confirmer l'appareil principal. Je l'ai fait. Et puis elle a dit « Madame Aubert, je vois ici que l'accès administrateur a été réassigné il y a 46 heures. » Je me suis figée. Réassigné à qui ? À un profil de contrôleur secondaire du foyer au nom de Philippe Aubert, mon père. Il n'avait pas juste pris le double de clés. Il s'était ajouté dans le système de la voiture pendant que j'étais hors de Bordeaux. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans le ventre. Pas de la stupéfaction, non. C'était autre chose. Il avait planifié. Il était allé dans le numérique avant même de toucher au physique. J'ai demandé à l'agente de révoquer tous les accès secondaires et de signaler le véhicule. Elle commençait la procédure quand mon téléphone a sonné. C'était Lucie. « Dis-leur que c'est bon. » J'entendais de la circulation derrière elle, du vent et une voix d'homme qui demandait la carte grise. « Où est-ce que tu es ?»« Sur la N10. » Je me suis fait arrêter. « Dis-leur juste que papa est d'accord. » Et puis j'ai entendu le gendarme, plus près. « Madame, descendez du véhicule. » J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. J'ai regardé le garage vide. Ma mère était toujours dans l'encadrement de la porte, son café à la main. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Pour la première fois de la matinée, elle avait l'air incertaine. Puis Lucie est revenue en ligne, la voix plus aiguë. « Il dit que la carte grise ne correspond pas à quelque chose. Règle ça. » Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce moment précis, j'ai compris que ça dépassait les clés volées, que ça dépassait la dispute familiale, peut-être même que ça dépassait la voiture. Le gendarme a repris le téléphone. « Madame, êtes-vous bien la propriétaire enregistrée de ce Peugeot coupé ?»« Oui. » Un silence. « Alors, j'ai une question à vous poser. » J'ai répété la question dans ma tête. « Qui a autorisé une demande de duplicata de carte grise sur ce véhicule la semaine dernière ?» Le gendarme attendait. Sa voix n'avait pas bougé d'1 millimètre. Alors j'ai demandé comment. « Une demande de duplicata de carte grise », il a précisé. Déposée quelques jours ouvrés plus tôt au service des titres de la préfecture. Le numéro de châssis me désigne bien comme propriétaire enregistré. Mais il y a un événement de carte grise en cours d'examen. J'ai regardé ma mère. Elle avait arrêté de faire semblant avec son café. Les mains posées à plat sur le comptoir. « Non, » j'ai dit dans le téléphone. « Je n'ai déposé aucune demande de duplicata. » Silence du gendarme. Puis il a dit de rester joignable et de ne pas bloquer le véhicule à distance pour l'instant. Ce dernier point m'a traversé comme une aiguille froide. Ça voulait dire que la situation était déjà ailleurs, bien au-delà d'une clé volée. J'ai demandé ce qui était exactement en cours. Il a répondu qu'il préférait confirmer avant de formuler quoi que ce soit. Une demande de duplicata et peut-être autre chose. Peut-être autre chose. Ces deux mots ont changé la texture de la pièce. Ma mère a reposé sa tasse trop fort sur le plan de travail. Elle a dit de ne pas dramatiser. Je me suis retournée vers elle lentement. « Tu as déposé des papiers de carte grise sur ma voiture ?» Elle a pris un air offensé, ce qui m'a donné la réponse. « Ton père voulait que Camille puisse utiliser la voiture sans problème. Utiliser sans problème. Pas « nous avons pris ta voiture », pas « nous avons falsifié les documents », juste la traduction habituelle de la famille. Effacer l'acte, garder le confort. J'ai remis le téléphone à mon oreille. « Où emmenez-vous la voiture ?» Il a dit de patienter et il a raccroché. J'ai rappelé mon père immédiatement. Il a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix avait ce ton, celui qu'il prend quand il sait déjà ce qui vient. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le gendarme dit qu'il y a une demande de duplicata de carte grise active sur mon véhicule. Silence. Pas du choc, du calcul. Puis il a dit que c'était administratif. Voilà comment il a choisi de formuler ça. Administratif.
Comme si une voiture à 90 000 € pouvait se retrouver dans la chaîne de carte grise de quelqu'un d'autre parce que les paperasses avaient décidé de prendre des vacances cette semaine-là. Je lui ai demandé ce qu'il avait exactement déposé comme dossier. Une demande de duplicata pour carte grise perdue. Ma mère a fermé les yeux derrière moi. Trop tard, elle a murmuré. Pourquoi trop tard ? Parce que ta sœur avait besoin de pouvoir conduire la voiture. Elle peut la conduire avec ma carte grise et mon attestation d'assurance dans la boîte à gants. Non, il a répondu sèchement, perdant patience pour la première fois. Elle avait besoin d'une preuve qu'elle avait autorité sur le véhicule en cas de problème. Voilà, ce n'était pas un problème de voiture prêtée, c'était un problème de propriétaire de remplacement. J'ai posé la question suivante lentement. Est-ce que tu as mis Camille sur la carte grise ? Il n'a pas répondu. Ça suffisait. J'ai raccroché et j'ai appelé le service des titres de la préfecture. La femme qui a décroché avait une voix ennuyée jusqu'au moment où elle a tapé le numéro de châssis. Là, son ton a changé exactement de la façon dont j'apprends à faire attention. Elle m'a dit qu'elle pouvait me parler parce que j'étais la titulaire. Elle voyait une demande de duplicata de carte grise déposée le jeudi précédent, accompagnée d'une déclaration signée indiquant que la carte grise originale avait été perdue lors d'un transfert familial. Ma mère a émis un son bref et sec derrière moi. Transfert familial ? Je l'ai répété à voix haute. Quel transfert familial ? Une pause, des bruits de clavier, et puis la femme a ajouté qu'il y avait aussi un document de cession désignant Camille Aubert comme nouvelle propriétaire à titre gratuit. J'ai ri une fois, petit, froid, involontaire, parce que c'est ce que ma famille fait le mieux, prendre quelque chose de cher, l'appeler un geste affectif et cacher le vol derrière des mots comme famille et cadeau. J'ai dit que je n'avais signé aucune cession à titre gratuit. La femme a répondu qu'elle comprenait, que c'était cohérent avec la note de blocage. Note de blocage ? Pour la deuxième fois ce matin-là, un système avait déjà commencé à se méfier de mes parents avant même que j'arrive. Quelle note de blocage ? Elle a baissé la voix. Elle a dit que la demande de duplicata de carte grise avait été signalée parce que la certification de propriété incluait une capture d'écran d'accès numérique depuis le profil de compte de mon père, mais que la vérification du propriétaire principal ne correspondait pas au dossier. Aucune carte grise n'avait été émise. Le transfert restait en attente de vérification d'identité. J'ai répété ça dans ma tête. Mon père avait essayé de s'appuyer sur l'accès à l'application pour faire avancer le changement de carte grise, et il avait quand même échoué. Parce que le vrai dossier de propriété ne se plie pas aussi facilement que ça. J'ai demandé à la femme de n'envoyer aucun email, de ne rien discuter avec personne d'autre, et d'inscrire mon refus explicite dans le dossier. Puis j'ai rappelé l'assureur et placé le véhicule en usage restreint dans l'attente d'une récupération. J'étais encore en attente sur cette ligne quand le gendarme a rappelé. Sa voix n'était plus la même, plus routinière, précise. Il a demandé si j'avais autorisé ma sœur à conduire le véhicule ce jour-là. Non. Si j'avais autorisé Philippe Aubert à déposer une demande de duplicata de carte grise ou tout autre document de propriété en mon nom. Non. Si j'avais signé un acte de vente, une attestation de don, un transfert de carte grise ou une procuration concernant le véhicule. Non. Il a pris une courte inspiration. L'étiquette de numéro de châssis sur le tableau de bord correspond à la carte grise, a-t-il dit. Mais les documents secondaires dans le véhicule ne correspondent pas. Il y a un dossier de transfert de carte grise imprimé dans la boîte à gants, indiquant mon père comme cédant et Camille Aubert comme bénéficiaire. J'ai regardé ma mère. Elle m'a regardé en retour, avec la première vraie peur de la matinée. Parce que du papier dans la boîte à gants, ça voulait dire qu'ils étaient déjà allés bien au-delà des mots. Ils avaient armé ma sœur d'un dossier complet. Ils s'attendaient à ce qu'elle ait peut-être besoin de prouver que la voiture était la sienne avant que la carte grise ne soit officiellement modifiée. Le gendarme a continué. « Il y a encore autre chose », a-t-il ajouté. « Le dossier contient une page de signature du propriétaire légalisé en votre nom. » Je n'avais même pas besoin d'entendre la suite. Ce n'était pas ma signature. Ce n'était pas ma signature. Le gendarme a marqué une pause, comme s'il laissait le silence faire le travail à sa place.
Puis il a dit la phrase qui a tout reconfiguré. Il semblerait que le cachet officiel dans le dossier corresponde à un cachet utilisé dans un autre dépôt contesté dans ce département le mois dernier. La cellule antifraude de la préfecture demande que le véhicule soit retenu. Retenu, pas une amende, retenu. J'ai imaginé ma sœur sur le bord de la Nationale 10, ses lunettes de soleil à 300 € sur le nez et mes parents qui cherchaient leurs mots dans le vide. J'ai demandé où il emmenait la voiture. Fourrière, pour une enquête sur la carte grise, a-t-il répondu. Vous pouvez la récupérer en tant que propriétaire enregistré après confirmation d'identité. Votre sœur devra trouver un autre moyen de transport. Ma mère a retrouvé sa voix. On ne met pas en fourrière un véhicule familial pour une histoire de papier, a-t-elle dit, et j'entendais dans sa voix qu'elle y croyait vraiment. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je l'ai regardé. Ce n'étaient plus des papiers de famille à partir du moment où vous avez falsifié ma signature. Elle n'a rien répondu. Le gendarme a repris. Une dernière question, mademoiselle. Votre père dispose-t-il d'une autorisation écrite pour signer des documents de carte grise en votre nom ? Non. Bien, a-t-il dit, parce que le dossier contient une procuration limitée établie à son nom quand même. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, personne dans la cuisine n'a bougé. Et là, j'ai compris. La clé de rechange, ce n'était jamais ça le vrai vol. La voiture non plus. Ils essayaient de me retirer la propriété par étapes. L'accès à l'application, le duplicata de carte grise, la cession à titre gratuit, la fausse signature, la fausse procuration. Et ils avaient envoyé ma sœur sur l'autoroute avec tout le dossier de fraude dans la boîte à gants. Puis ma mère a dit très doucement « Ce n'était pas censé aller aussi loin ». C'était la première phrase honnête que quelqu'un dans ma famille avait prononcée de toute la journée. Pas parce qu'elle expliquait tout, parce qu'elle reconnaissait qu'il y avait une ligne, qu'il l'avait franchie, et que même eux ne s'attendaient pas à la voir apparaître dans un rapport officiel, sur le bord d'une route nationale. J'ai repris le téléphone. J'ai dit aux gendarmes de retenir le véhicule, de ne toucher à rien dans la boîte à gants, et de me transmettre une copie de l'inventaire avant que quiconque ouvre ce dossier. Il n'a pas hésité une seconde, déjà en train d'agir. C'est là que mon père a compris que la voiture était perdue. Pas émotionnellement, administrativement, ce qui est bien pire pour des hommes comme lui. Il m'a pris le téléphone des mains sans demander. « Philippe Aubert à l'appareil. Il n'y a pas de vol ici, c'est un différend familial autour d'un véhicule. » La voix du gendarme est restée parfaitement plate. « Non, monsieur, ce que j'ai devant moi, c'est une propriétaire qui conteste les papiers de carte grise, une signature présumée falsifiée, une procuration sans fondement et un blocage actif émis par le service des cartes grises de la préfecture. Ça, ce n'est pas un différend familial au bord de la route. » Mon père a rouvert la bouche. Le gendarme l'a coupé net. Et pour le procès-verbal, votre fille vous a désigné comme la personne qui lui avait dit qu'elle était couverte. Silence. Mon père m'a rendu le téléphone comme s'il lui avait brûlé les doigts. J'ai écouté le gendarme expliquer la suite. La voiture était mise en fourrière sous saisie pour enquête sur la carte grise. La boîte à gants serait inventoriée sur place. La page de signature légalisée, la procuration limitée, la demande de duplicata de carte grise, l'attestation de cession à titre gratuit, tout serait consigné. La cellule antifraude de la préfecture avait déjà demandé l'inventaire du bord de route, parce que le cachet officiel sur le dossier correspondait à un ensemble de cas qu'ils étaient en train de réexaminer. Un ensemble. Pas une erreur isolée, un ensemble. J'ai demandé où allait la voiture. Fourrière de la division Nord, il a dit. Venez avec une pièce d'identité et la confirmation que vous êtes bien la titulaire de la carte grise, dès que possible. Et Madame Aubert ? Oui. Votre sœur demande qui vient la chercher. J'ai regardé ma mère. Vous devriez aller récupérer votre fille. Ça a atterri. Parce que jusqu'à cet instant, rien de tout ça ne l'avait touchée de façon concrète. Vraiment concrète. C'était resté des mots, du risque, de l'abstrait. Là, c'était une jeune femme seule, au bord d'une nationale, qui attendait que quelqu'un vienne. Ma mère a attrapé son sac et elle est partie. Mon père, lui, n'a pas bougé. Il regardait le garage, le clou vide où était suspendu le double des clés, le plan de travail où j'avais laissé mon téléphone, toute cette séquence silencieuse de choses qui s'effondraient autour de lui. Et puis il a dit la phrase que j'attendais depuis le début.
On peut encore arranger ça. Non. C'est la phrase que les gens utilisent quand ils réalisent enfin que la pièce contient des preuves, pas de la famille. Je l'ai regardé. Non, j'ai dit. Tu peux l'expliquer. C'était différent, et il le savait. Je suis allée directement à la division Nord avec la confirmation de mon application carte grise, ma carte d'assurance, mon passeport. Parce que quand tu comprends que tes parents sont capables de te forger une signature, tu arrêtes de sous-estimer ce qu'un système propre mérite comme identification. La greffière de la Fourrière était efficace, un peu blasée et absolument parfaite dans son rôle. Elle a vérifié mes pièces, imprimé la fiche de rétention, puis fait glisser vers moi un dossier d'inventaire du bord de route. Et là, chaque page était mieux que n'importe quelle vengeance. Heure de l'arrêt, localisation sur la nationale 10, identification du conducteur, documents secondaires récupérés dans la boîte à gants, copie d'une demande de duplicata de carte grise, brouillon de cession à titre gratuit, procuration limitée au nom de Philippe Aubert, page de signature légalisée en mon nom. Et le même cachet officiel sur les 3 documents. En bas, la note du gendarme. Titulaire contacté directement, conteste tout acte, transfert, don ou procuration. Véhicule retenu pour cellule antifraude de la préfecture. Pas de formule, pas d'indignation. Juste la séquence. C'est ça qui détruit les menteurs. 20 minutes plus tard, une inspectrice m'a reçue dans un bureau latéral. Elle s'est présentée comme l'inspectrice Morel, a ouvert un mince dossier et elle est allée droit au but. On avait déjà un signalement sur ce cachet officiel. Je me suis assise lentement. Depuis quand exactement ? Elle a ouvert un autre dossier à l'intérieur du premier. Des cessions à titre gratuit douteuses, des demandes de duplicata de carte grise. Essentiellement dans le même département. Essentiellement entre membres d'une même famille. Elle a fait glisser une photocopie vers moi sans un mot. C'était la page de signature du prétendu propriétaire, extraite de mon dossier véhicule. Puis une deuxième feuille, une comparaison numérique avec la signature que j'avais apposée sur ma carte grise 18 mois plus tôt, quand j'avais acheté la voiture. Même pour quelqu'un qui ne me connaissait pas, la différence crevait les yeux. L'inspectrice Morel a dit que ça aidait, beaucoup. J'ai demandé ce qui se passait maintenant. Elle a répondu avec le même rythme court et précis que j'avais déjà entendu ce matin-là. Et ça m'a appris 2 choses d'un coup. La compétence, de près, a toujours un petit air froid. Et la froideur compétente devient magnifique quand elle est orientée dans le bon sens. La demande de duplicata de carte grise est gelée. La cession à titre gratuit est nulle en attente de la plainte du titulaire. La procuration n'a aucun effet sans votre exécution. Le véhicule ne peut être remis qu'à vous. Elle a ajouté qu'ils allaient requérir le registre officiel et les journaux de source de dépôt. Et aussi une déclaration sur la réassignation d'accès dans l'application véhicule. J'ai failli sourire à ce moment-là. L'application. Philippe avait cru que l'accès numérique le rendrait crédible. Au lieu de ça, ça avait horodaté la préméditation. Au coucher du soleil, j'avais récupéré ma voiture. Pas parce que le système avait été rapide par gentillesse, parce que chaque élément concordait avec moi. Permis, acte d'achat, solde du crédit, assurance, carte grise, profil d'origine, photo de livraison du concessionnaire, historique d'entretien, propriété dans l'application. Même les réglages de mémoire du siège étaient encore enregistrés à mon nom. La vraie propriété laisse une trace elle aussi, une bien meilleure. Quand je l'ai sortie de la fourrière, la boîte à gants était scellée dans une pochette à éléments de preuve. Et sur le tapis, côté passager, il y avait le bouchon d'un gloss de Lucie. Je l'ai laissé là jusqu'à chez moi. Je voulais me souvenir jusqu'où ils étaient allés. Ma mère a appelé ce soir-là. Sa voix était épuisée, vidée de toute stratégie. Elle m'a dit que ma sœur était hystérique. Elle l'était dans ma voiture. Ma mère avait dit que ça n'avait pas besoin de devenir une affaire. C'en était déjà une. Puis elle a dit ce que tout le monde dit quand les preuves se retournent contre eux. On essayait juste de l'aider. Non, ils essayaient de glisser ma propriété dans un récit plus flou avant que la carte grise ne les rattrape. Mon père a appelé ensuite. Il est allé droit aux chiffres parce que c'est là que vont les hommes comme lui quand l'argument moral s'effondre. Il a dit que Lucie rembourserait les frais de fourrière. Ce n'est pas la question.
Il a dit qu'il remettrait la voiture exactement comme elle était. Mais personne ne remet une pochette à éléments de preuve dans une boîte à gants comme si rien ne s'était passé. Il s'est tu. Puis il a demandé ce que je voulais. Pas des excuses, pas la vérité. Ce que je voulais. J'ai regardé la pochette scellée sur le siège passager. Je lui ai dit que je voulais une reconnaissance écrite, que ni lui ni ma mère n'avaient eu l'autorité de prendre, prêter, céder ou modifier quoi que ce soit sur ce véhicule. Je voulais que les journaux d'accès soient conservés. Je ne voulais plus personne dans cette famille, près de mes affaires, mes documents, mes clés. Et je voulais que tout contact passe par un avocat s'il continuait. Il a ri. Une fois. Petit, amer, acculé. Il a dit que tout ça, c'était pour une voiture. C'était la phrase la plus révélatrice de la journée. Pas parce qu'il minimisait la voiture, parce qu'elle montrait comment il pensait. La voiture n'avait jamais été juste un bien, c'était un test. S'il pouvait déplacer quelque chose d'aussi important, aussi discrètement, dans mon dos, alors chaque prochaine frontière devenait plus facile à franchir. Je n'ai pas répondu, j'ai raccroché. 3 semaines plus tard, la demande de duplicata de carte grise a été officiellement annulée. La cession à titre gratuit n'a pas survécu au contrôle du service des titres de la préfecture. La fausse procuration n'est allée nulle part. Le registre officiel n'a pas sauvé l'officier d'état civil. Et le journal d'accès de l'application a montré que mon père avait initié le contrôle secondaire pendant que j'étais hors de la région. Ce qui a tué son histoire de malentendu passager avant même qu'elle ait pu prendre forme. Lucie a passé les 6 mois suivants à emprunter des voitures et à expliquer aux gens pourquoi la gendarmerie avait embarqué celle qu'elle postait comme si c'était la sienne. Ma mère a cessé de répéter qu'elle en avait plus besoin que moi le jour où ses propres messages ont atterri dans le dossier de plainte. Elle n'a plus rien dit. Mon père, lui, a découvert qu'il n'existe aucune façon élégante d'écrire noir sur blanc qu'il pensait que sa fille avait assez. Aucune formulation ne sauve ça. Aucune. Moi, j'ai tout changé. Le code du garage, le rangement des clés, les accès à l'application, les autorisations postales, les règles de contact avec mon assurance. J'ai fait réémettre les documents liés au numéro de châssis, désactiver le double de clés, et j'ai demandé au service des cartes grises de la préfecture de placer un blocage strict sur toute future demande de duplicata de carte grise sans présentation physique d'une pièce d'identité et rappel direct vers moi. Voilà la vraie fin. Pas une punition, un retour des choses à leur juste place. Il croyait que la possession pouvait devancer la propriété si on allait assez vite. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le gendarme l'a arrêté, a regardé la carte grise, puis le numéro de châssis, et s'est tu. Parce que la voiture n'avait jamais vraiment été la sienne à conduire. Et une fois que les documents dans la boîte à gants ont commencé à parler, personne dans ma famille n'a pu couvrir leur voix. Je repense souvent à ce moment, pas avec colère, plutôt avec cette sensation étrange d'avoir récupéré quelque chose que je n'aurais jamais dû perdre. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à ma place. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. La prochaine arrive bientôt.